je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, hein, donc ici il n'y a pas de 3. On était resté là la dernière fois, on avait fait un petit exemple pour calculer, qui visait à calculer la réponse temporelle à partir de la fonction transfert. Je vous avais montré comment calculer la réponse temporelle à partir de la forme d'état. Donc il y a une méthodologie générale qui marche dans tous les cas. On l'avait appliqué au cas particulier du moteur à courant continu. Je vous avais expliqué que dans la matrice A, il y avait toute la dynamique du système. Ces notions-là, on les retrouve lorsqu'on utilise la fonction transfert. En effet, on avait vu que les valeurs propres de la matrice A, c'était aussi les pôles du système. Et effectivement, bon, là, lorsqu'on utilise la fonction transfert, qu'on calcule ces pôles, on s'aperçoit que dans la réponse temporelle, ce qui code la dynamique, c'est-à-dire ce qui code la vitesse d'évolution des courbes en fonction du temps, eh ben, c'est ces exponentielles, et ces exponentielles dépendent uniquement des deux pôles du système. Alors, bon, on sait maintenant calculer la réponse temporelle d'un système, qu'on l'ait mis sous forme d'état ou alors qu'on ait utilisé la fonction transfert. On va voir maintenant des cas typiques de réponse temporelle qui sont souvent utilisés en automatique. Et la première réponse temporelle typique, c'est la réponse impulsionnelle. Alors, tout d'abord, définition d'une impulsion de Dirac. Soit f de t une fonction continue en 0, alors l'impulsion de Dirac est la distribution delta t, telle que somme de moins l'infini à plus l'infini de f de taux d taux, f de taux delta taux d taux est égal à 0, f de 0. Bon, comment se comporte l'opérateur impulsion de Dirac? Tout simplement comme un échantillonneur, si vous voulez. Lorsqu'on intègre le produit de la fonction fois l'impulsion de Dirac, on prélève la valeur de cette fonction à l'endroit où a lieu l'impulsion. Là, en l'occurrence, l'impulsion a lieu en 0, donc on prélève, lorsqu'on fait l'intégrale, on prélève la valeur de f en 0. Bon. Ça, c'est une interprétation, disons, automaticienne de l'impulsion de Dirac, mais c'est la définition, c'est la définition générale, hein, mathématique de cette distribution. Et c'est à partir de là, à partir de cette définition-là, qu'on construit tout le reste. La réponse impulsionnelle d'un système, c'est sa réponse à une impulsion de Dirac. Alors, il se trouve qu'une impulsion de Dirac n'a pas de signification physique. On peut tendre vers l'impulsion de Dirac, mais on n'arrive jamais à faire une impulsion de Dirac parfaite. Parce qu'une impulsion de Dirac parfaite intervient sur une durée qui tend vers 0. Alors évidemment, il y a de l'énergie, hein, mais sur un temps infiniment court. Et ça, c'est antinomique avec les principes de la physique. Donc on arrive à faire des signaux qui tendent vers l'impulsion de Dirac, et c'est pour ça que dès qu'on raisonne en fait avec des impulsions de Dirac, on raisonne aux limites. C'est-à-dire que ça modélise une certaine réalité, mais à la limite. Et on s'en éloigne d'autant plus physiquement qu'on a une impulsion qui a un temps non négligeable devant les constantes de temps qu'on veut observer. C'est toujours relatif à ce qu'on veut faire. Alors, voilà pour la définition. La réponse impulsionnelle du système, c'est en temporel, hein, le produit de convolution entre une impulsion de Dirac et G de t, qui est la réponse impulsionnelle du système. En effet, par définition de l'impulsion Dirac, hein, donc on a la sortie
qui est égal à l'intégrale de 0 de moins l'infini à plus l'infini, normalement. Ça, c'est la définition du produit de convolution. Hein. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de taux delta de t moins taux des taux. Or, les signaux sont causaux, à la fois petit g de t et delta qui intervient à l'instant taux. Donc on peut se contenter d'intégrer de 0 à cause du g là jusqu'à t à cause du delta. Ce produit de convolution. Et en faisant ça, d'après la définition de l'impulsion de Dirac, on va prélever la valeur de g à l'instant de l'impulsion de Dirac. Et l'instant de l'impulsion de Dirac, c'est t. Donc c'est égal à g de t. Et donc la réponse impulsionnelle, hein, c'est donc la transfo de Laplace inverse de g de s. En effet, là ça part en fait de la définition de la transmittance. Hein. On est parti ici de la définition de la transmittance, à savoir que la transfo de Laplace de la sortie, y de s, est égale à g de s, la fonction transfert du système, fois ce qu'on lui met en entrée, u, et en l'occurrence ce u c'est l'impulsion de Dirac. Quand on passe ça en temporel, d'après la définition, la propriété du produit de convolution, hein, quand on fait la transfo de Laplace inverse d'un produit de transfo de Laplace, ben on passe à un produit de convolution en temporel. Hein, c'est pour ça qu'il y a peut-être une étape qui manque à ce niveau-là. Et ensuite, si on s'intéresse à la valeur que prend ce produit de convolution, vous voyez, si on applique la définition de l'impulsion de Dirac, on s'aperçoit que finalement, cette réponse impulsionnelle d'un système, c'est tout simplement la transfo de Laplace inverse de G, à savoir de grand G de S, à savoir petit G de T. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que la réponse impulsionnelle d'un système, c'est-à-dire si vous avez une boîte, vous mettez une impulsion de Dirac, bon, supposons que c'est un système électrique, vous ayez une entrée, une sortie. À l'entrée, vous mettez un signal électrique qui se rapproche le plus possible d'une impulsion de Dirac. Vous récupérez avec un oscilloscope la sortie. On vous a dit que ce qu'il y a dans la boîte, c'est linéaire. D'après cette propriété-là, en analysant ce qui sort là au niveau de votre sortie, que vous allez récupérer au niveau de l'oscillo, vous allez pouvoir déterminer G de S. Donc vous savez tout sur ce qu'il y a dans la boîte uniquement en observant la sortie, la réponse à une impulsion. Alors ces techniques sont utilisées pour identifier, ce qu'on appelle identifier des systèmes qu'on ne peut pas, pour lesquels on ne peut pas ouvrir cette boîte. Il y en a quand même pas mal. Par exemple, bon, c'est un peu différent, mais on utilise des propriétés similaires, par exemple, pour sonder les sols. Hein. Pour sonder les sols, il y a des techniques qui sont basées sur des explosions ou sur l'envoi d'impulsions de pression pour relever en fait la sortie du système. Et la sortie du système, en l'occurrence, c'est les échos des ondes d'impulsion dans le système qui est le sol, par exemple. Mais il y a aussi des techniques d'identification du modèle acoustique d'une pièce qui sont basées sur une détonation, c'est-à-dire l'entrée du système, c'est une impulsion de Dirac de pression acoustique, donc générée par une détonation, et grâce à un micro, on va mesurer les échos. Donc ça, c'est la sortie. Et grâce à cette mesure-là, on est capable de former, de déterminer, d'identifier un modèle acoustique d'une pièce. Par exemple, si cette pièce est particulièrement grande, on sera capable de déterminer le retard qui se traduira par un écho. Alors, il se trouve que ces techniques sont parfois utilisées, mais elles ne sont pas très pratiques, pour une raison évidente, c'est que l'impulsion de Dirac est difficile à générer. On peut tendre vers l'impulsion Dirac, mais on n'arrive jamais à la générer parfaitement. Et il y a certains systèmes qui ne tolèrent pas trop bien qu'on leur mette à leur entrée un tel signal, qui est quand même assez brusque, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
il y a des systèmes qui sont détruits par un tel signal. Donc c'est à utiliser malgré tout avec précaution. Alors on a quand même une solution alternative. Bon, là c'est juste pour vous parler de l'approximation de l'impulsion Dirac, hein. Donc on peut toujours s'en approcher mais jamais l'égaler, hein. L'impulsion Dirac, c'est la limite lorsque a tend vers 0 de cette fonction là, et vous voyez que cette fonction là a une aire qui vaut 1 à tout moment, une surface qui vaut 1, quand A la tend vers 0, quand sa durée d'impulsion tend vers 0, la hauteur tend vers l'infini. Bon, alors on a quand même une autre solution, c'est la réponse indicielle. Alors la réponse indicielle d'un système, c'est la réponse à un échelon unité. Alors un échelon unité, c'est quand même un peu plus faisable, même beaucoup plus faisable qu'une impulsion de Dirac. Tout GBF qui se respecte a parmi ses fonctions un signal au moins carré, hein, qui permet de générer une succession d'indices, hein. Donc c'est vraiment un signal qui est disponible facilement, qui a un sens physique et un sens pratique. Bon, voilà la définition, hein, ça passe de 0 à 1 à t égale 0, et ça vaut 1 pour t égale 0. Si on s'intéresse à la réponse, hein, on peut raisonner temporellement. Y de t est égal au produit de convolution de la réponse. Donc maintenant on sait que la transfo de la place inverse de la transmittance du système, c'est aussi sa réponse impulsionnelle, et ça se note petit g de t, convolué donc avec cette entrée. Par définition, en utilisant aussi les propriétés de causalité, hein, on change les bornes d'intégration de 0 à t, g de taux, u de t moins taux, d taux, et u de t moins taux est égal à 1 jusqu'à ce que taux vaut by t, hein. Donc notamment de 0 à t, u de t moins taux vaut 1. À partir de taux égal à t, cette valeur-là est négative, donc u de t moins taux est égal à 0. Alors, sur les bornes d'intégration là, qui ont déjà été changées en tenant compte de ça, évidemment, on a u de t moins taux qui vaut 1, donc on peut le laisser tomber là. Et donc on s'aperçoit que finalement, la réponse indicielle d'un système, c'est l'intégrale de la transfo de la place inverse de la fonction transfert, et c'est donc l'intégrale de la réponse impulsionnelle. Donc vous voyez qu'on a ici exactement les mêmes informations finalement, hein. C'est-à-dire qu'on sait que avec la réponse impulsionnelle, on arrive à déterminer G de t qui code finalement toute la connaissance du système s'il est linéaire. Et avec la réponse indicielle, on arrive à avoir l'intégrale de cette réponse impulsionnelle. Et dans l'intégrale de la réponse impulsionnelle, il y a la même information que dans la réponse impulsionnelle elle-même. Il est possible, grâce à l'intégrale de la réponse impulsionnelle, de remonter à la réponse impulsionnelle, donc de remonter à G de t, donc grâce à la transfo de la place, de remonter à la fonction de transfert du système. Donc dans la réponse indicielle, il y a aussi toutes les informations, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Donc si vous mettez un échelon en entrée, vous récupérez la sortie avec un OCO, cette information-là vous permet de savoir ce qu'il y a dans la boîte, à condition que ce qu'il y a dans la boîte, c'est linéaire à paramètre constant, et avec un moyen physiquement beaucoup plus réaliste. Ça a un intérêt pratique net pour caractériser ou identifier un système. Et c'est très souvent utilisé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réponse indicielle ? Ça peut ressembler à ça. On va définir un certain nombre de caractéristiques sur ces réponses indicielles. La plupart sont notées sur cette courbe, sur le diagramme. On a premièrement le temps de montée
de 10 à 90%. Ça, c'est souvent utilisé en électronique. Par exemple, pour qualifier la plupart des composants analogiques en rapidité, on peut donner la bande passante à 3 dB, mais on peut aussi donner le temps de montée de 10 à 90%. Par exemple, pour un ampli op, on peut vous donner son temps de montée, qui est exprimé qui est calculé en mesurant le temps de sa sortie, que met sa sortie à passer de 10% jusqu'à 90% de la valeur finale espérée. Après, il y a le temps d'établissement, qui est souvent défini à un certain pourcentage près. Par défaut, c'est 5%. Le temps d'établissement à 5%, c'est le temps que met la courbe à rentrer dans une zone de plus ou moins 5% autour de la valeur finale. Ici, la valeur finale, c'est 100%. Donc, c'est le temps que met cette courbe-là à rentrer dans une zone comprise entre 95% et 105%. Et le temps de réponse à 5%, c'est pas là. Parce que là, effectivement, ça rentre dans cette zone. Mais ça en ressort après. Il faut que ça rentre dans cette zone et ça y reste. C'est pas là non plus. Parce que là, ça y ressort encore. Mais visiblement, c'est là. Parce que là, ça y reste. Donc à partir de ce temps-là, la courbe rentre dans cette bande de plus ou moins 5% autour de la valeur finale. Et c'est pour ça qu'on note ce temps-là, temps de réponse, et en indice, on met à combien de pourcents. Parfois, on peut l'exprimer à autre chose, un autre pourcentage, 1%, 2%, enfin c'est réglé. Par défaut, c'est 5%. Après, il y a une autre information intéressante, c'est le temps du premier maximum. Si la courbe est du type oscillant comme ça, avec une pseudo-période, un amortissement, forcément il y aura un pic à un endroit, et l'instant de ce pic est une information intéressante, en même temps que la valeur du dépassement. L'instant du pic, c'est T1, c'est le temps du premier maximum, ça s'appelle le temps du premier maximum, et la valeur du dépassement, D1, là, exprimée en pourcent, c'est le dépassement. Alors il se trouve que souvent le premier pic, c'est celui qui est le plus haut, en tout cas pour les systèmes linéaires à paramètres constants, système linéaire invariant, en général, il n'y a pas un deuxième pic qui est plus haut que le premier pic. Donc ça correspond, le dépassement, c'est aussi le premier dépassement. Exprimé en pourcent. Ici, c'est à peu près 20% sur cette courbe. Voilà. Et puis, il y a évidemment la valeur finale. C'est la valeur à laquelle s'établit la courbe lorsque t tend vers l'infini. Voilà, en gros, les caractéristiques d'une réponse de ce type. Bon, maintenant, on va voir deux catégories de systèmes très courants en automatique, le premier ordre et le deuxième ordre. On va commencer par le premier ordre. Un système linéaire invariant à temps continu d'ordre 1, ou du premier ordre, est décrit par une équation différentielle d'ordre 1, à coefficient constant, toujours, reliant son entrée à sa sortie. Donc c'est une équation différentielle de cette forme-là, où tau et k sont des constantes réelles non nulles, tau est ce qu'on appelle la constante de temps du système, et k est son gain statique. La réponse indicielle, la réponse solution d'une telle équation différentielle est de la forme y de t est égal à alpha, solution particulière, plus solution générale multipliée par un certain coefficient, et ces alpha et bêta dépendent des conditions initiales. Donc on a une réponse du premier ordre avec une seule exponentielle, si possible avec un taux positif, parce que sinon ça diverge, et puis les systèmes qui divergent, alors ils existent évidemment, l'automatique a pour vocation
même de rendre stable des systèmes instables. Hein, donc, évidemment, vous allez en rencontrer qui, lorsqu'ils ne sont pas asservis, sont naturellement instables. Donc, le taux peut potentiellement être négatif, hein, donc avoir une exponentielle qui part à l'infini. Bon, mais ce qu'on souhaite faire en Automne, c'est quand même de rendre stable, in fine. Le terme constant, c'est le régime permanent de la sortie. Vous avez une partie variable, c'est le régime transitoire. Donc le alpha, c'est le terme constant. Ça, c'est la partie transitoire. Et si taux est supérieur à 0, on est dans le cas stable. Comment trouver les conditions initiales? On raisonne d'abord à t égale 0. Donc on s'aperçoit que y de 0 est égal à alpha plus bêta. Ensuite, on raisonne à l'infini. Lorsque t tend vers l'infini, il n'y a plus de variation de la sortie, donc la dérivée de la sortie est nulle. Et grâce à la forme générale, on s'aperçoit que y de t tend vers k lorsque t tend vers l'infini. Et aussi, grâce à cette expression-là, on voit que y de t, lorsque t tend vers l'infini, tend vers alpha. Du coup, alpha est égal à k. Et bêta est égal à y0 moins k. Ce qui donne finalement l'expression en fonction des conditions initiales et du gain statique de la sortie d'un premier ordre en fonction du temps. Donc y de t est égal à k, 1 moins exponentielle moins t sur taux, plus la condition initiale. Donc ça, c'est la réponse aussi appelée réponse libre, hein, de y0 exponentielle de moins t sur taux, celle qui dépend des conditions initiales. Différentes allures de premier ordre. Classiquement, lorsque les conditions initiales sont nulles, on part de 0 et on converge vers une valeur finale, qui en l'occurrence vaut 10, avec une certaine constante de temps, c'est-à-dire une certaine rapidité. Cette constante de temps s'obtient en calculant la dérivée à l'origine et en trouvant le point d'intersection de cette tangente à l'origine avec la valeur finale. Donc ici, à vue de nez, hein, si je fais la tangente, là, si je prolonge, j'arrive à peu près ici, et j'arrive à une constante de temps, donc un taux de à peu près 0,018. Là, vous avez différentes autres réponses avec des conditions initiales différentes, mais la même constante de temps. Et si vous faites la même manip, c'est-à-dire tangente à l'origine, vous prolongez et vous coupez la valeur finale, vous devriez obtenir la même constante de temps, la même valeur. D'accord ? Et ces données dans donc cette relation entre des paramètres de la courbe et la constante de temps, ces relations-là sont explicitées sur cette courbe-là. On vous a clairement indiqué là comment trouver graphiquement la constante de temps, tangente à l'origine, ça coupe la valeur finale qui est là à 100%, et là on obtient taux, et pour obtenir 3 taux, à peu près 3 taux, mais quand même relativement précisément, on peut chercher le point d'intersection de cette réponse avec l'horizontale qui correspond à 95% de la valeur finale. Et là, on obtient 3 fois la constante de temps. Et il se trouve que, oui, dernière information, la valeur de la réponse que prend la réponse à l'instant correspondant à la constante de temps, la sortie est à ce moment-là à 63% de la valeur finale. Donc ça, c'est une autre caractéristique d'un premier ordre. Bon, on a vu le premier ordre, on va passer au deuxième ordre. À moins que vous ayez des questions. Alors, un système linéaire à temps continu d'ordre 2 est décrit par une équation différentielle d'ordre 2. Bon. À coefficient constant, reliant son entrée à sa sortie. Voilà une équation différentielle d'ordre 2. Alors il se trouve que là, j'ai déjà mis des valeurs particulières pour les coefs. J'aurais pu prendre A, B, C, D. Un coef là, un coef là, un coef là, un coef là. Non, j'ai pris oméga n au carré, 2 zeta oméga n, 1,
et k oméga n au carré. Bon, c'est pas parce que je suis adepte de pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué. C'est tout simplement que ces paramètres-là ont des caractéristiques, sont liés intimement à des caractéristiques qu'on va obtenir pour la réponse. On a souhaité, au début les gens ils mettaient ABCD, puis ils sont aperçus qu'en mettant ces valeurs-là, finalement ces valeurs-là avaient une signification physique par rapport à la réponse beaucoup plus pertinente que le ABCD. Et les ABCD peuvent se ramener forcément à ces paramètres-là. Parce que ABCD, vous pouvez tout diviser par C, par exemple. Et vous débrouillez pour avoir 1 ici. Donc, du coup, vous n'avez plus que 3 paramètres. Et ces 3 paramètres, vous les retrouvez là, mais ils sont un peu mélangés. Vous avez le oméga n, le zeta et le k. Donc, vous avez bien le bon nombre de paramètres pour coder toutes les équations différentielles du second ordre possibles et imaginables, juste que vous les avez mises sous une certaine forme, cette forme étant pertinente par rapport à la réponse. Comme on va le voir. Alors, le zeta, c'est le coefficient d'amortissement. On va avoir une signification concrète sur la courbe. Le oméga n, c'est la pulsation propre non amortie ou pulsation naturelle. Là aussi, vous allez voir, vous allez pouvoir mesurer sa valeur directement sur la courbe. Et k, c'est le gain statique. Là encore, vous allez pouvoir le mesurer directement si on vous donne la courbe d'un second temps. Alors, en fonction de zeta, vous avez 3 possibilités. Soit zeta est compris entre 0 et 1. À ce moment-là, vous avez une réponse du type sinusoïde amortie. Vous avez un dépassement et puis une pseudo-période qui s'amortit avec le temps, avec une décroissance qui est du type exponentiel. C'est une équation qui a cette forme-là. Donc un alpha plus bêta, donc là vous avez le terme de exponentiel décroissant là, qui module une fonction sinus. Et cette fonction sinus, elle oscille pas exactement à oméga n. Vous voyez qu'elle oscille à une pulsation qui est légèrement différente de oméga n, qui vaut racine carrée de 1 moins zeta carré oméga n. Alors si ce zeta est petit, il se trouve que le oméga n c'est pratiquement la pseudo-période de l'amortissement. C'est moins vrai lorsque zeta grandit, mais lorsque zeta grandit, finalement, il y a très peu, l'amortissement est très rapide, et finalement, on tend vers quelque chose de sous-amorti. Alors, on a le cas limite lorsque zeta vaut 1. À ce moment-là, on a une forme de ce type-là. Bêta plus gamma t exponentielle de moins zeta oméga nt. Et lorsque zeta est supérieur à 1, on a la forme exponentielle, on a 2 exponentielles, deux constantes de temps différentes, et les 2 constantes de temps sont données par les valeurs suivantes. Ils sont là et là. On n'a plus du tout là comme là de sinus. Vous voyez, là c'est le seul cas, donc quand zeta compris entre 0 et 1, où on a un régime qui est oscillant, amorti. Là c'est un régime exponentiel, décroissant, et là aussi. Sauf que là il y a une constante de temps unique, et là il y en a 2. Donc, zeta supérieur ou égal à 1, aucune oscillation. Zeta strictement inférieur à 1, pseudo-oscillation. Oscillation de pulsation oméga p est égale à racine carrée de 1 moins zeta carré oméga n, dont l'amplitude décroît exponentiellement vers 0, et on appelle oméga p pseudo-pulsation ou pulsation amortie. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, alors là, je vais vous faire un petit complément. Complément sur les systèmes du second ordre. Alors on va traiter la chose avec la transfo de Laplace.
Donc je pars de l'expression générale d'un second ordre tel que c'était donné, donc d'une équation différentielle du second ordre tel que c'est donné dans le cours. Oméga n carré y de t plus 2 zeta oméga n dérivée de y plus dérivée seconde de y est égal à k oméga n carré u de t. Et je vais faire maintenant la transfo de la place de ça. Utiliser l'outil transfo de la place pour trouver les solutions, la solution de cette équation différentielle. Voilà, et je considère dans un premier temps que les conditions initiales sont non nulles. Donc, transfo de la place du premier membre est égal à oméga n carré grand y de s plus 2 zeta oméga n, transfo de la place de la dérivée, en tenant compte des conditions initiales. C'est opérateur de dérivée s fois y de s moins condition initiale y0. Plus transfo de la place de la dérivée seconde, opérateur de dérivée s à la puissance 2, y de s, plus un terme qui code les conditions initiales, donc moins s y de 0 moins y point de 0, est égal à transfo de la place du second membre, donc k oméga n au carré, constante, fois la transfo de la place de u de t, u de s. Donc, on exprime y de s en fonction de ce qui rentre et des conditions initiales. On factorise y de s. Ça nous fait apparaître le dénominateur de ce qui va devenir la fonction transfert de ce système. Et on met de l'autre côté toute l'entrée, donc u, et les conditions initiales. Ce qui nous donne la réponse, en tout cas la transfo de la place de la réponse. Grand y de s est égal à une première fraction qui est finalement la fonction transfert de ce système fois u de s. Et donc ça, c'est la réponse forcée. C'est la réponse qui dépend de l'entrée, donc qui est forcée par l'entrée. K oméga n carré sur oméga n carré plus 2 zeta oméga n s plus s au carré. Et puis une autre fraction qui, elle, dépend des conditions initiales, avec au numérateur les conditions des termes qui dépendent des conditions initiales, donc non seulement la valeur en 0 de la sortie, mais également la valeur de la dérivée en 0 de la sortie, à l'instant t égale 0, divisé par le même dénominateur. Et ça, c'est la réponse libre. En l'absence de signal d'entrée, la sortie évolue suivant cette fonction transfert. Donc réponse forcée, réponse libre. Et maintenant, on va supposer que les conditions initiales sont nulles. Donc on va ignorer cette réponse libre, on va considérer qu'elle est nulle, et on va essayer de trouver la réponse impulsionnelle du système du second ordre. Donc à condition initiale nulle, on a ça. Donc c'est la transmittance. Sortie sur entrée égale transmittance. On va calculer les pôles de cette fonction transfert. Donc résoudre dénominateur est égal à 0 et trouver les S qui annulent cette équation-là. Pour ça, il nous faut un déterminant, delta. Et raisonner en fonction des valeurs de ce déterminant. Soit le déterminant est négatif. Dans ce cas-là, les deux pôles sont complexes conjugués et sont donnés par cette équation-là. On peut simplifier par ça. Voilà, ça c'est le cas qui va devenir donc
oscillant avec une pseudo-période. Soit le déterminant est égal à 0. Dans ce cas-là, on a deux pôles doubles qui valent ça. Enfin, un pôle double, pardon, qui vaut ça. Les deux pôles valent la même chose. Et troisième cas de figure, le déterminant est positif. Dans ce cas-là, les deux pôles, on a deux pôles, mais cette fois-ci deux pôles réels, dont les valeurs sont les suivantes. Voilà, alors maintenant on est dans le domaine fréquentiel, hein, avant on était dans le domaine temporel, et dans le domaine fréquentiel, donc on peut aussi discriminer les trois cas, hein, suivant la valeur que prennent les pôles. Soit on a des pôles complexes conjugués, dans ce cas-là, comme on va le voir, ça va générer une réponse oscillante amortie. Soit on est dans le cas où on a deux pôles réels, soit identiques, soit différents, et dans ce cas-là, on aurait une réponse sans oscillation. Alors on va le faire. Hein. Alors ce qu'on va faire, c'est calculer la réponse impulsionnelle d'un second ordre. On ne va pas calculer la réponse indicielle, tout simplement parce que c'est plus simple et plus court à faire là comme exemple, et ça a la même valeur pédagogique finalement. Donc on va s'intéresser à la réponse d'un second ordre pour lequel on va mettre une impulsion de Dirac à l'entrée. C'est quelque chose qui va commencer à une certaine valeur et ensuite soit osciller comme ça et s'amortir, soit faire une décroissance exponentielle comme ça. Pour ça, on va faire la décomposition en éléments simples du système, hein, la fonction transfert, qui vise à in fine calculer la y de t, c'est-à-dire la transfo de la place inverse. Pour avoir la transfo de la place inverse de la transmittance, vu que ce qu'on veut c'est la réponse impulsionnelle, donc le U de S va devenir U de S est égal à 1, parce que la transfo de la place d'un Dirac c'est 1. Et donc il va falloir calculer la transfo de la place inverse, hein, de la transmittance. Et pour faire ça simplement, on peut utiliser les tables. Soit on trouve ça directement dans les tables, ça se trouve hein, dans certaines tables. Je ne sais pas si c'est dans les tables qu'on vous a données, mais il y a des tables plus complexes qui donnent ça. Hein. Soit on l'a pas et puis on utilise la technique qui marche toujours, à savoir celle qui consiste à décomposer en éléments simples. Donc on phagocyte là notre transmittance en deux morceaux, avec A et B qui prennent les valeurs suivantes. La réponse impulsionnelle, c'est celle pour laquelle U de S est égal à 1, donc transfo de la place d'un Dirac, c'est 1. Donc la transfo de la place de la sortie de la réponse impulsionnelle, c'est Y de S est égal à A sur S-P1 plus B sur S-P2, qui peut se mettre sous cette forme-là. Avec U de T, je le rappelle, là, U calligraphié un peu, c'est ce qui force la causalité. C'est ce qui empêche cette fonction-là d'avoir une valeur différente de 0 pour T inférieur à 0. Bon, si on est dans le cas complexe conjugué, hein, vous pouvez rajouter d'ailleurs le cas... Ici je ne l'ai pas mis, mais je fais le calcul dans le cas oscillant, donc cas où delta est inférieur à 0. Vous pouvez rajouter ça là, cas delta inférieur à 0. Donc dans ce cas-là, on a cette valeur-là. Et donc la sortie, dans le cas oscillant, hein, est donnée par cette expression. Ça s'obtient par transfo de la place inverse de ça. Hein. C'est des premiers ordres. Hein, vous avez les deux exponentielles là, que vous retrouvez avec les valeurs. C'est directement l'application de ça. Hein. Voilà, vous remplacez A par sa valeur, P1 par sa valeur, B par sa valeur, P2 par sa valeur. Vous obtenez ça. Alors, évidemment, c'est des exponentielles complexes. Alors, si
si vous êtes dans le domaine réel, enfin normalement ce que vous modélisez dans le domaine réel, c'est réel, c'est pas complexe. Hein. Donc logiquement, ce que vous obtenez par transfo de la place inverse, ça devrait être réel. Donc s'il reste des complexes, c'est que vous n'avez pas fini la simplification. Donc évidemment, on ne va pas laisser ça des exponentielles complexes comme ça, parce qu'on sait très bien que y de t est réel. Donc qu'il y a des choses qui vont se simplifier. Et là, effectivement, en mettant le exponentiel de moins zeta oméga nt en facteur, en transformant là ces exponentiels complexes, vous voyez il y a un exponentiel moins un autre exponentiel de moins j avec un 2j ici, ça va donner un sinus, évidemment. Donc vous transformez ça en sinus, et ça, effectivement, c'est la valeur, disons, la plus simple pour cette expression-là, et qui est heureusement réelle. Si elle n'avait pas été réelle, c'est qu'on serait trompé quelque part. Donc on retrouve normalement ce qu'il y avait dans le cours. Sauf que ce qu'il y avait dans le cours, non, on retrouve pas. Ce qu'il y avait dans le cours, c'était la forme générale d'une réponse indicielle, me semble-t-il. Ici, c'est la réponse impulsionnelle. On retrouve la pseudo-pulsation, oméga n racine carrée de 1 moins zeta carré, ça change pas, hein, qu'on mette une impulsion ou un indice en entrée, on va avoir les mêmes oscillations, hein, le même type d'oscillation. Et on retrouve la modulation de cette oscillation par une exponentielle décroissante dont la constante de temps vaut zeta oméga n. Ça, on le retrouve. Évidemment, dans le cas de la réponse indicielle, ça ne va pas converger vers la même valeur, parce que si vous mettez 1 en entrée, ça va converger vers une valeur finale qui sera différente de 0, alors que si vous mettez une impulsion en entrée, ça va être déplacé de son état d'équilibre, et puis ça va y revenir. Donc la valeur finale va être 0, ce qui est effectivement le cas ici. Lorsque t tend vers l'infini, la limite de y de t, c'est 0. C'est bon ? Bon, alors, qu'est-ce que j'ai dit là ? Oui, alors, de la même manière, hein, avec la même technique, hein, on peut démontrer, il suffit de remplacer U de S par sa transfo de Laplace, à savoir 1 sur S. On peut refaire le calcul, on peut refaire la décomposition en éléments simples, et on peut démontrer que la réponse indicielle, cette fois-ci, et non impulsionnelle, vaut ça. Vous retrouvez la même pseudo-période, la même constante de temps de la modulation de l'enveloppe là, de ces oscillations. Vous retrouvez par contre un déphasage ici, ce qu'il n'y avait pas ici, psi qui vaut arcos de zeta, et vous retrouvez une valeur finale ici qui vaut 1. C'est normal, vous mettez 1 en entrée, ça aussi, et puis ça tend vers ce qu'on met en entrée, parce que le gain statique en l'occurrence vaut 1. Bon, voilà la façon transfo de Laplace, enfin la façon de résoudre cette équation différentielle avec dans le domaine de Laplace, qui est bien plus aisée en fait que dans le domaine temporel. Et vous retrouvez également donc sur ces réponses temporelles les caractéristiques d'amortissement, de pseudo-pulsation, hein. Donc ce oméga n, on voit bien que il est lié à la pulsation d'oscillation là de la réponse, et on voit aussi que ce zeta là, plus il est grand, plus ce terme là va décroître rapidement, hein, et donc plus ce sinus là va être atténué rapidement. Et donc ce zeta est lié directement à l'amortissement, donc l'atténuation des pseudo-pulsations. Voilà. Alors on peut tester ça sous MATLAB. Si vous aviez fini. Enfin, rouspétez hein, si je vais trop vite là. Si vous dites rien, je considère que c'est bon.
Bon, je vais définir un oméga n qui est égal à 1, un zeta Z2 qui est égal à 0,7. Il faut juste que je vois la forme qui est utilisée là. Donc k oméga n carré, fonction de transfert est égale à tf2. Alors tf c'est, je ne sais pas si vous avez déjà vu, non je pense pas. C'est pour faire une fonction de transfert. Hein. Alors tf admet deux paramètres. Un premier vecteur qui est les coefficients qui représente les coefficients dans l'ordre des puissances décroissantes du numérateur, et le deuxième vecteur c'est les coefficients dans l'ordre des puissances décroissantes du dénominateur. Bon, alors on a donc k fois oméga n, k vaut 1 dans notre cas, donc oméga n carré ça vaut 1. Donc au numérateur, on a juste 1. A. Et au dénominateur, on a oméga n carré, donc 1. Pardon, dans l'ordre des puissances décroissantes. Donc 1. Deux fois zeta fois oméga n et oméga n carré. D'accord ? Sous MATLAB, vous avez un certain nombre de fonctions pratiques, comme la fonction step qui vous permet d'avoir la réponse indicielle. Si maintenant je fais step de f, ça me donne la réponse, ça me calcule la réponse indicielle de ce système. Ça met un certain temps là. Voilà. Alors avec un amortissement de 0,7, vous avez un dépassement qui vaut à peu près 5%. Bon, on va changer maintenant zeta. Zeta, on va le faire égal à 0,4. On va refaire step. Non, ça va faire la même chose. Je peux pas coder ça directement. Voilà. Donc vous voyez, le dépassement augmente. Le temps de l'amortissement, la constante de temps d'amortissement de cette pseudo-pulsation se ralentit. Du coup, on a plus d'oscillations. Et à votre avis, quand je fais zeta égale 0, ça va faire quoi? Zeta, l'amortissement. Si je fais zeta égale 0, j'amortis pas. Si j'amortis pas, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Donc, si j'en crois vos gestes, vous avez compris. Ça va pas du tout amortir, donc ça va osciller en permanence. Donc on va avoir un oscillateur pur. On va quand même vérifier. Zeta égale 0. Donc déjà, vous voyez la forme de la fonction transfert. Ici, on a deux racines, plus et moins j. J et moins j sont racines du dénominateur. Donc c'est les deux pôles. Ces deux pôles complexes conjugués, ils sont sur l'axe imaginaire. Et il se trouve que ça correspond à un oscillateur pur. Voilà, bon, step response. Alors, bon, il faut un peu zoomer pour voir ce qui se passe, parce que là, il y a un peu d'aliasing. Voilà, donc on a un dépassement qui vaut 100%. Hein. Vous voyez, le temps du premier maximum, il est là. Il monte à 2. La valeur finale, normalement, c'est 1.
Sauf que là, il n'y en a pas de valeur finale. Il va jamais, il n'y a pas d'enveloppe là. Le zeta, c'est l'enveloppe qui va atténuer là cette amplitude des oscillations. Ici, ben voilà, ça n'atténue rien du tout. Donc ça continue d'osciller indéfiniment. On est dans le cas limite. Donc voilà pour ces quelques compléments sur le second ordre. Vous retrouvez en partie ces informations-là sur ce schéma-là. Donc dans le cas où zeta est supérieur à 1, c'est clair qu'on n'a pas de dépassement, on est sous-amorti. Le cas limite, c'est lorsque zeta égale 1, mais vous voyez, il n'y a pas de dépassement, hein, il n'y a pas d'oscillation là non plus. Et puis on commence à voir un dépassement significatif lorsque zeta égale à 0,7, hein, c'est là qu'il vaut 5%. Et puis après, plus vous diminuez le zeta, plus le dépassement augmente, moins c'est amorti. Et le cas limite, c'est lorsque zeta est égal à 0. Bon, alors on insiste particulièrement sur le second ordre parce que finalement, énormément de systèmes, sur le premier et le deuxième ordre, énormément de systèmes peuvent se ramener soit un premier ordre, soit un second ordre, peut-être avec un intégrateur en plus, peut-être avec des zéros en plus ou en moins, mais globalement, les premiers et second ordre, ça permet de modéliser énormément de systèmes. Donc on passe pas mal de temps quand même là-dessus et on s'intéresse aussi à la réponse idéale, hein, d'un second ordre. Qu'est-ce qui est optimum? Est-ce qu'il y a une optimalité? Là, c'est du point de vue, parce que l'automaticien, bon, on lui donne un système, ce système a une certaine réponse en boucle ouverte. Et puis on lui dit souvent, ben, en boucle fermée, moi je veux une réponse de ce type-là. Et si le système est du second ordre en boucle ouverte, c'est-à-dire pas asservi, lorsqu'il sera asservi, bon, il peut être d'un ordre plus élevé, mais éventuellement il peut aussi être du même ordre. Et on peut se poser la question de savoir, pour un second ordre, hein, si c'est vraiment une réponse comme ça qu'on cherche à avoir en boucle fermée, quel type de réponse est la meilleure? Est-ce qu'il y a un optimum? Alors sur cette courbe-là, on peut effectivement voir qu'un tel optimum, au sens d'un certain critère évidemment, existe. Ici on vous a tracé le temps de réponse à 5%, donc je vous rappelle, le temps de réponse à 5%, c'est le temps qu'il faut, le temps que met la courbe à rentrer complètement, sans en ressortir, dans la bande plus ou moins 5% autour de la valeur finale. Si on trace cette courbe-là, le temps de réponse à 5% d'un second ordre, en fonction de l'amortissement, vous avez l'amortissement là en axe des X, alors c'est une échelle log-log, vous apercevez qu'aux alentours de 0,7, même à 0,7 pile poil, vous avez un minimum. Donc le temps de réponse à 5% est minimum, enfin lorsqu'il est normalisé par oméga n, pour 0,707, hein, pour un amortissement, pour zeta égale à 0,707. Exactement, donc 1 sur A sur nu. Voilà qui est intéressant. Alors, comment expliquer ça? Alors, comment expliquer déjà le fait que cette courbe-là soit tellement bizarre, hein? Vous voyez qu'il y a des sauts là, hein, il y a des paliers, hein, et brutalement ça chute. Hein. Bon, c'est pas très étonnant, hein, si on réfléchit à la définition du temps de réponse à 5%. Parce que c'est le moment où ça reste dans la bande plus ou moins 5%. Donc, regardez là, si vous vous intéressez à, par exemple, bon, la bande plus ou moins 5%, elle est là. Hein. Si vous regardez celui qui est juste avant, enfin le 1, hein, le 0,707, hein, ce qu'il y a d'optimal, c'est qu'il y rentre dans une bande sans en ressortir déjà à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que le dépassement là, il est juste en dessous de 5%. Donc là, on considère qu'il ne sort pas et donc il y reste. Alors que par exemple, un zeta égale 1 là, vous voyez qu'il est plus lent et il va y rentrer là. Et puis les autres là, les zeta égale 0,42, bah, ils oscillent et puis finalement celui-là, il va y rentrer au bout de la... il va passer un minimum là, il va y rentrer par là.
Et puis les sauts là viennent du fait que tout d'un coup, une courbe va avoir son endroit qui rentre à l'intérieur de la bande plus ou moins 5%, qui va passer peut-être de la deuxième alternance à la première. Et ça, effectivement, c'est discret, hein, comme saut. C'est pour ça que vous avez ces sauts. Et bon, pour ce critère-là, alors il faut bien comprendre que c'est lié à ce critère temps de réponse à 5%, on a un optimum à 0,707. Hein. C'est pour ça que souvent, après, plus tard, lorsqu'on vous demandera de régler un correcteur, on va vous demander de régler le correcteur de manière à ce que le système se comporte comme un second ordre, par exemple, avec un amortissement de 0,7. Ça vient de là, parce que c'est optimum. Alors le temps de réponse, comment on peut le trouver? Est-ce qu'il y a aussi des relations comme pour le premier ordre entre temps de réponse à 5% par exemple et puis des données sur la courbe, hein, des considérations graphiques qui nous permettent de déduire ça? Alors c'est moins évident, hein. Déjà la tangente à l'origine d'un second ordre, elle est nulle. Donc ça ne va pas nous permettre de déterminer graphiquement quoi que ce soit. Ensuite, si on s'intéresse aux différents cas, par exemple lorsqu'on a deux pôles réels qui ont deux constantes de temps très différentes, il se trouve qu'il y en a une qui domine l'autre. Il y a la notion de pôle dominant. Vous avez un second ordre où vous êtes dans le cas zeta supérieur à 1. Dans ce cas-là, vous avez deux pôles différents, pas égaux, et donc qui correspondent à deux constantes de temps très différentes. Et lorsque ces constantes de temps, la taux 1 et taux 2, sont très différentes, il y en a une qui va complètement masquer l'autre. C'est-à-dire que là, taux 2 est très très supérieur à taux 1. Vous avez une constante de temps, là, par exemple, de 10 secondes, et là, d'1 microseconde. On va aller vraiment vers les extrêmes. Donc, cette exponentielle-là va réagir va aller à 95% de sa valeur finale en 3 fois sa constante de temps, donc 3 microsecondes. Au bout de 3 microsecondes, celui-là, il n'intervient plus. Fini. Et lui, il va... Alors, évidemment, vous aurez au début de la réponse, durant les premières microsecondes, vous aurez une influence, mais minime, hein, de cette partie-là. Et après, c'est évidemment cette exponentielle-là qui va prendre le relais et qui va imposer sa dynamique. Donc dans ce cas-là, on dit que taux 2, ou P2, qui est associé, le pôle P2, domine, et c'est lui qui impose sa réponse, et donc le temps de réponse à 5% de la réponse, de cette réponse-là, c'est à peu près 3 fois taux 1. Parce qu'on considère que c'est à peu près un premier ordre, hein, aux petites 3 microsecondes du début de la réponse près, hein, on a une réponse du type premier ordre, et dans ce cas-là, on peut appliquer les résultats qu'on avait pour le premier ordre. Quand on a deux pôles complexes conjugués, à ce moment-là, alors ils sont toujours conjugués, hein, ça c'est obligé, hein, parce que s'ils n'étaient pas conjugués, finalement ça ne fera pas une réponse réelle. Hein. C'est toujours conjugué. La réponse indicielle est comprise à l'intérieur d'une enveloppe exponentielle connue, hein, donc cette enveloppe-là, on connaît sa constante de temps, c'est 1 sur zeta oméga n, et donc on peut, en première approximation, dire que si on raisonne avec l'enveloppe juste, que le temps de réponse à 5%, c'est 3 fois la constante de temps de cette enveloppe-là. Mais ça, c'est évidemment très grossier. Ça ne donnera pas une courbe aussi précise que ça. Ça on peut l'obtenir qu'avec la simulation. Ou alors, si on veut faire les calculs, c'est monstrueux. Mais ça, c'est une approximation, ça donnera une courbe beaucoup plus lisse. Voilà cette enveloppe, hein. Et là, l'approximation qu'on commet, là, la deuxième, c'est de considérer que on calcule le temps de réponse à 5%
à partir de cette enveloppe basse, hein, lorsque cette enveloppe basse rentre dans la bande plus ou moins 5%. Évidemment, ça peut être très faux. Enfin, en tout cas, ça surestime, ça surestime la constante de temps. Voilà. Bon, mais il se trouve que, par exemple, ici, hein, dans un cas où l'amortissement n'est pas énorme, c'est pas si faux que ça. Hein. On vous a tracé ici la différence, hein, lorsqu'on utilise ce critère-là, entre la constante de temps de l'enveloppe, hein, qui est en gris, et le temps de réponse à 5% effectif du système. Alors là, visiblement, on sous-estime quand même. Donc on ne surestime pas toujours. Hein. On sous-estime, mais on ne le sous-estime pas de beaucoup. Hein. Donc ce qu'on trouve, nous, avec le critère approché, c'est 5, et la valeur réelle, c'est 5,2. Quelles sont les relations liant les paramètres du second ordre à deux grandeurs importantes caractéristiques d'une réponse, à savoir le temps du premier maximum T1 et le dépassement? Voilà des formules approchées qui permettent de déterminer le temps du premier maximum pour un second ordre en fonction de ces paramètres, zeta et oméga n, et ainsi que le dépassement. Alors ça, c'est pas en pourcent, si vous voulez l'avoir en pourcent, vous multipliez par 100. Le dépassement qui est donné par ça. Bon, c'est des valeurs approchées. Vous voyez que le temps du premier maximum, là, ouais, enfin, c'est pas, on peut pas avoir la valeur, enfin, la valeur exacte est plus compliquée que ça. Hein, c'est des valeurs approchées. Bon, le compromis optimal, dépassement, amortissement, rapidité, on l'a déjà vu, c'est 0,707. Hein. Il se trouve que lorsqu'on trace le dépassement en fonction de l'amortissement, ouais, c'est ça. Le dépassement, donc l'amplitude du premier maximum, non, c'est l'amplitude du premier maximum, donc c'est le dépassement en pourcent. Hein. C'est pareil, en fonction de l'amortissement, on s'aperçoit qu'à 0,707, on a 5%. Et donc on rentre à ce moment-là, que le premier maximum rentre dans la bande plus ou moins 5%, et du coup, brutalement, le temps de réponse à 5% passe de la valeur du premier maximum à une valeur avant. C'est lorsqu'on coupe en premier la limite basse à 95%. Donc là, effectivement, on est optimum. Et ça correspond à un zeta racine de 2 sur 2 qui est égal à 0,7 à peu près. Le dépassement vaut 5% à ce moment-là. Mais effectivement, le dépassement, il est à peu près de 5%. Il est juste en dessous. Alors, on a vu l'analyse temporelle, la réponse temporelle des systèmes du premier et du second ordre. On va voir maintenant l'analyse harmonique, c'est-à-dire la réponse en régime permanent à une entrée sinusoïdale. Donc on met un sinus en entrée et on regarde ce qui sort en régime permanent, parce qu'au moment où on va mettre le sinus, à l'instant t égale 0, il va y avoir un transitoire. La sortie ne va pas tout de suite être en régime permanent, il va faire, voilà, et puis il va stabiliser, et puis forcément si on met un sinus en entrée, on ne va pas récupérer un signal carré en sortie, hein, ni un triangle, parce qu'on a un système linéaire. Donc si on met un sinus en entrée, on récupère aussi un sinus déphasé, modifié en amplitude en sortie, mais il ne va pas être distordu. On va récupérer la même fréquence. Et si ce n'est pas le cas, c'est que le système est non linéaire. Donc, dans les cas de système linéaire, on peut raisonner sur le gain uniquement et le déphasage des signaux entre l'entrée et la sortie lorsqu'on est en régime sinusoïdal. C'est la réponse harmonique.
La réponse est de ce type-là. Alors, il y en a une propriété sympathique, très sympathique, de la transfo de Laplace, qui dit que, en régime sinusoïdal établi, c'est-à-dire quand on attend assez longtemps, le gain qui affecte le sinus de l'entrée par rapport au sinus de sortie, c'est simplement la norme de G, donc la transmittance du système, dans laquelle vous avez remplacé S par J oméga. Bon, ça, vous avez déjà vu en électronique, je suppose, en électricité, en électrotech, enfin dans plein de domaines. Un truc intéressant, c'est le régime sinusoïdal établi. Et dans ce cas-là, ben, la transfo de Laplace est vraiment très pratique parce qu'un simple changement de variable vous permet de dire comment se comporte le système vis-à-vis d'une entrée de ce type-là, en gain et en phase. Et la phase, c'est tout simplement l'argument de la fonction transfert dans laquelle on a remplacé S, variable de Laplace, par J oméga. Voilà, donc un simple changement de variable dans la fonction transfert nous donne toutes les informations quant au comportement en régime établi harmonique du système. Alors on va étudier ça sur un cas simple. On va calculer la réponse complète d'un système du premier ordre, bon, très simple, à une entrée sinusoïdale. Alors on va voir déjà que ce n'est pas tout de suite un sinus en régime établi, qu'il y aura un transitoire. On va voir que le régime établi va effectivement tendre vers un sinus, et on va calculer explicitement, mais temporellement, sans utiliser le changement de variable, le gain et le déphasage. Et on va montrer dans ce cas particulier, du premier ordre très simple, qu'on a effectivement le gain et le déphasage qui correspondent à la norme et l'argument de la fonction transfert dans laquelle on a remplacé S par J oméga. Et un même type de démonstration permettrait, mais on ne va pas le faire ici, de démontrer cette propriété dans le cas général. Bon, alors, définition. Donc, ça, c'est le cours. Hein, donc, la réponse harmonique d'un système et sa réponse en régime permanent à une excitation sinusoïdale, soit G de S, la fonction transfert du système, Y de S, par définition, sa sortie, la transfo de Laplace de sa sortie, est égale à G de S par la transfo de Laplace de son entrée. En entrée, on va mettre un sinus. Ce sinus, on le définit de la manière suivante. Donc, petit u de t est égal à amplitude de ce sinus qui vaut A, donc réel, fois sinus de oméga t, donc un sinus de pulsation oméga, fois une fonction, donc la fonction échelon, qui force la causalité. Qui peut s'écrire de cette manière-là en utilisant les exponentielles complexes. On fait la transfo de Laplace de ce sinus. Définition, somme de 0 à l'infini, donc exponentielle de j oméga t moins exponentielle de moins j oméga t, exponentielle de moins st dt. Donc on applique voilà, la définition de la transfo de Laplace. On aurait très bien pu aussi utiliser la table de transformée qui donne la transfo de Laplace d'un premier ordre, avec le premier ordre qui est là un premier ordre complexe. Bon, mais là c'est quasiment aussi rapide d'utiliser la définition. Ok, alors on calcule ça et ça donne... bon, on aurait aussi pu calculer directement grâce aux tables la transfo de Laplace d'un sinus. Mais je ne crois pas que c'est dans les tables qu'on vous donne... c'est en annexe de votre poly, là. Annexe A, je pense. Vous avez un nombre assez limité de transfo de Laplace usuel. Je ne sais pas si le sinus en fait partie. Mais enfin, voilà, on l'a retrouvé là très très facilement. Hein. La transfo de Laplace d'un sinus d'amplitude A, c'est A oméga S au carré plus oméga carré. Là encore, on ne le laisse pas sous cette forme, évidemment. Enfin bon, là c'est évident qu'on ne le laisse pas sous cette forme. C'est plutôt sous cette forme-là qu'on ne va pas le laisser. Parce qu'on ne laisse pas de complexe là. Hein. Transfo de Laplace de quelque chose qui est réel, ça donne une fraction de polynômes qui sont à coefficient réel. Donc là, on ne laisse jamais les choses sous cette forme-là. Ça, c'est la forme finale. On a effectivement deux pôles complexes conjugués. Je vous rappelais l'histoire du second ordre d'amortissement nul là, hein, ben, on retrouve ça exactement, hein, c'est un sinus. Hein. On a S au carré plus oméga carré. Ici, les deux pôles complexes conjugués, on n'a pas de zeta. Hein. Il n'y a pas de terme en S, donc on n'a pas de zeta.
et on a les deux pôles complexes conjugués qui sont égaux à plus ou moins j oméga. C'est bon, vous arrivez à la lire là? Bon, alors maintenant qu'on a la transfo de la place de l'entrée, on va traiter une transmittance particulière qui est le premier ordre. G de S est égal à 1 sur S plus A. A étant le pôle de cette fonction de transfert. Moins A étant le pôle. Donc A positif, ça vous fait un système stable. On calcule la réponse. Pour ça, on détermine la transfo de la place de la sortie. Donc y de S est égal à A oméga, S plus A, facteur de S au carré plus oméga carré. Ça nous donne une forme du type A oméga avec 3 pôles. Donc une constante au numérateur avec 3 pôles au dénominateur. Cette forme de transfo de la place admet une transfo de la place inverse grâce à des tables détaillées. Vous pouvez trouver à différents endroits sur Internet, par exemple, des tables de transformées très détaillées qui vous donnent la transfo de la place inverse de ça. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le recalculer tout simplement en décomposant ça en éléments simples et vous trouverez facilement aussi, un peu moins facilement on va dire, la transfo de la place inverse. Alors la transfo de la place inverse de ça, d'après les tables, c'est égal à ça. N'oubliez pas, fois A oméga U de t forçant la causalité. Alors ce qui est intéressant de voir là, sur cette expression-là, c'est le comportement à l'infini. Lorsque t tend vers l'infini, si on a supposé que A était positif, à savoir si le système converge vers quelque chose et s'il ne diverge pas, à ce moment-là, y de t tend vers, donc ça devient négligeable, tend vers 0, et donc y de t tend vers cette fonction-là. Donc tend vers, voilà, cette expression-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le régime permanent. Donc vous avez mis votre sinus à t égale 0, donc il part de 0, il fait sa première alternance. Au début, le système il va avoir une réaction en exponentielle de moins at, donc il va réagir avec un transitoire, il ne va pas tout de suite sortir un sinus centré, c'est ça que ça va faire. Il va être décalé avec cette exponentielle qui va commencer à 1 ou à A oméga et qui va décroître, donc vous aurez un sinus décalé en sortie et puis la valeur moyenne va converger vers 0. C'est ça que ça veut dire dans ce cas précis. Donc vous laissez passer le transitoire et vous êtes en régime établi. En régime établi, y de t réagit comme ça. Et ça, vous ne le laissez pas sous cette forme. Parce qu'encore une fois, en entrée, vous avez mis un signal réel, le système, sa transmittance est réelle, donc en sortie, vous devriez avoir quelque chose de réel. Donc ça se simplifie. Bon, c'est pas très difficile à voir que ça simplifie. Et on va donc le transformer en un sinus fois un gain et avec un déphasage. Donc voilà comment on peut simplifier ça. Bon, on a le oméga là qui simplifie, donc 1 sur 2j. Là, on réduit ça sous la forme d'une seule fraction. On voit bien apparaître ici un cosinus, ici un sinus. Les deux, à chaque fois, vont se simplifier avec ce 2 au dénominateur. Donc là, ça fait A sinus de oméga t. Et là, ça fait moins oméga cosinus de oméga t.
Bon, c'est sûr que c'est des calculs très fastidieux. Vous voyez, ce changement de variable là, pourquoi il est utile? Parce que s'il fallait à chaque fois faire ça pour déterminer le régime harmonique, on n'aurait pas fini. Hein. Bon, alors on a une expression du type, voilà, comme ça, donc A sur un dénominateur qui vaut A au carré plus oméga carré, avec une expression du type A sinus oméga t moins oméga cosinus oméga t. Et on ne laisse pas ça comme ça non plus, parce qu'on veut faire apparaître un sinus en sortie aussi, un déphasage et un gain. Bon, alors on utilise une formule de Trigo qui permet de, voilà, de transformer une combinaison, enfin A fois un cosinus plus B fois un sinus en un gain fois un sinus plus un déphasage, avec le gain qui vaut ça et le déphasage qui vaut ça. L'arctangente 2, c'est comme l'arctangente, sauf que ça tient compte dans quel cadran vous êtes. L'arctangente, ça va de moins pi sur 2 à plus pi sur 2, l'arctangente 2 va de moins pi à plus pi. Et ça admet deux paramètres. Lorsque vous calculez l'arctangente de B sur A, ou de A sur B ici, vous éliminez en faisant la fraction l'information qui dit le signe relatif de A et B. Alors que quand vous le laissez, arctangente 2, donc c'est une fonction qui existe, qui est définie, par exemple en C, elle existe, elle admet, ou sous MATLAB, elle admet deux paramètres, le sinus d'abord, le cosinus ensuite, et comme ça vous dit dans quel cadran vous êtes. Si le cosinus est négatif et le sinus est négatif, vous êtes dans le cadran en bas à gauche. Si le cosinus est négatif et le sinus positif, vous êtes dans le cadran en haut à gauche, etc. Donc il y a effectivement dans arctangente 2 une arctangente, mais il y a aussi un test de savoir dans quel cadran on est. Du coup, ça permet d'avoir une résolution de moins pi à plus pi. Bon, alors voilà, donc ça nous fait gain fois sinus oméga t plus phi, avec le gain qui est d'après cette formule-là égal à ça, donc égal à ça, et le déphasage égal à arctangente 2 de moins oméga virgule A, et il se trouve que c'est égal à moins arctangente de oméga sur A dans ce cas particulier-là. Parce qu'un premier ordre a une phase qui tend vers moins 90, donc on ne dépassera jamais le cadran, disons, le domaine de variation de l'arctangente. Bon, ben voilà, on retombe sur nos pieds, on s'aperçoit que ça, c'est pas vraiment un scoop, mais on le vérifie, c'est aussi, ce gain s'obtient en faisant la norme de G de J oméga, voilà, et le déphasage s'obtient en prenant l'argument de G de J oméga, tout simplement. Donc ce changement de variable que vous avez sûrement appliqué déjà depuis pas mal de temps, sans peut-être vous rendre compte à quel point il facilite la vie, hein. Il est très utile, il a l'air de rien, hein, et parfois on confond même la variable de Laplace avec J oméga, surtout en électronique, et en électronique de puissance, hein, on a tôt fait de dire que par exemple le comportement d'une inductance c'est JL oméga, hein. L'impédance équivalente d'une inductance, c'est JL oméga. L'impédance équivalente d'une capace, c'est 1 sur JC oméga. Mais attention, c'est en régime sinusoïdal, uniquement. Vous avez ces notions d'impédance équivalente, et c'est uniquement en régime établi. C'est-à-dire qu'avec ce modèle-là, vous ne pourrez pas déterminer les transitoires. Vous ne saurez pas ce qui se passe au moment où vous allez brancher votre machine. Vous allez mettre votre circuit sous tension. Vu qu'on a toute cette partie-là qu'on a éliminée là, dans ce calcul, on considère qu'elle a tendu vers zéro. Et ces transitoires-là sont loin d'être négligeables, hein. Pour pas mal d'applications électrotechniques, même électroniques, par exemple le comportement transitoire d'un transformateur qui fonctionne en régime sinusoïdal, il est parfois très très perturbant, hein. Et le négliger parfois peut conduire à commettre des erreurs d'appréciation et même des défauts sur le système, hein. Donc attention, cette notion-là est valable en régime permanent. Alors dernier point que je
dernier point que je voulais vous faire noter, c'est ce qu'on avait utilisé tout à l'heure, à savoir la transfo de la place inverse de la fraction là, avec 3 pôles. Hein, on avait utilisé ça. Hein. Ça, vous pouvez le noter. Bon, c'est pour vos archives. Hein, si vous le rencontrez, ça se rencontre quand même assez souvent, ce genre de choses. C'est assez général. Donc, c'est à rajouter finalement à vos tables de transformer de la place. La transfo de la place inverse d'une forme de ce type-là, avec 3 pôles au dénominateur A, B, C, c'est ça. Et c'est ça qu'on avait utilisé tout à l'heure. L'analyse harmonique, donc c'est l'étude de la fonction G de J oméga. Ça donne le comportement fréquentiel du système. Et on a un diagramme, on a plusieurs diagrammes, plusieurs façons de représenter le comportement harmonique du système en automatique. Il y en a un que vous connaissez sûrement qui est le diagramme de Bode, parce que je pense qu'il est aussi utilisé dans d'autres domaines, bien d'autres domaines, comme l'électronique. Mais on en a des particuliers. Alors, il y a le diagramme de Nyquist qui est aussi utilisé en électronique pour certaines choses. Mais il y a le Black-Nichols qui, lui, par exemple, est utilisé qu'en automatique. Alors, on va les voir maintenant. Tout d'abord, le diagramme de Bode. Est constitué de 2 courbes qu'on superpose. On essaye de synchroniser les axes des fréquences. Donc en X, en abscisse, vous avez les fréquences. Et en ordonnée, vous avez le gain pour une des courbes. Et juste en dessous, et de manière parfaitement superposée, vous avez les degrés de la phase sur l'autre diagramme. On utilise traditionnellement le terme de gain et de phase plutôt que les termes de module et argument. Voilà. Bon. Intérêt du diagramme de Bode. Module d'un produit de nombres complexes égale à produit de leur module. Ouais. Module 1 dB d'un produit de nombres complexes égale à somme de leurs modules en dB. Alors, l'intérêt du diagramme de Bode, il y en a plusieurs. Hein. Bon, là cette phrase dit que déjà que le diagramme de Bode, bon, j'ai oublié de le dire, il est en dB, hein, c'est-à-dire que le gain, on l'exprime en échelle log, hein, si vous voulez. Et donc, dans cette échelle-là, l'addition de gains, l'addition graphique de diagramme de gain de Bode équivaut à une multiplication de gains en linéaire. Bon, d'accord. Donc c'est plus facile d'additionner, c'est sûr, quand c'est graphiquement, hein, si vous avez une courbe et une autre courbe, additionner les deux courbes, ça équivaut à multiplier leurs valeurs, les valeurs équivalentes en échelle linéaire. C'est sûr, c'est plus facile. Argument d'un nombre complexe est égal à somme des arguments. Bon, d'accord. Donc, si vous avez différentes courbes qui correspondent à différentes fonctions transfert, au gain de différentes fonctions transfert, le fait d'additionner tous les gains, hein, c'est le résultat du gain du produit de toutes les fonctions transfert. Donc, effectivement, là aussi, c'est plus facile. Et l'argument, hein, n'est pas exprimé en échelle log. Exprimé en degrés et pas en log de degrés. Alors il y a un troisième intérêt de ce diagramme de Bode, c'est qu'il est asymptotique, c'est-à-dire qu'il a des propriétés sympathiques aux asymptotes. Historiquement, il était très utilisé parce qu'on pouvait facilement le tracer, disons, avec une règle.
On n'avait pas besoin de machine pour tracer un diagramme de Bode. Les automaticiens voilà, du début de l'automatique, il leur suffisait une règle et un crayon pour tracer le diagramme de Bode d'une fonction transfert qu'on leur donnait. Il suffisait qu'ils regardent la fonction transfert, ils mettaient des points de repère et ils traçaient, voilà, et puis c'était fini avec la règle. Mais c'était un diagramme asymptotique. Alors il se trouve que cette facilité de tracer, on l'exploite encore actuellement. Parce qu'elle donne directement au regard, quand on a l'habitude, quand on regarde la fonction transfert, on peut directement, mentalement, grâce à ces facilités-là qu'on a, ces simplifications, se représenter le diagramme de Bode. Bon, peut-être pas vous, mais ça viendra. Et c'est pour ça que cette représentation-là a eu du succès, hein, parce que on a une forme approximée. Attention, c'est une approximation, hein, parce que c'est des diagrammes avec que des droites, mais c'est pas la vraie courbe. Cette approximation-là n'est pas si fausse que ça et peut se tracer très simplement. Donc on peut avoir une représentation fréquentielle d'un système mental très rapide, une fois qu'on sait comment ça marche, et on peut savoir notamment à quelle fréquence le système coupe, s'il y a une résonance, quelle est la phase, vers quoi tend vers la phase, enfin des informations importantes pour le réglage du système. Alors, diagramme de Nyquist, j'ai pas de montre donc je regarde l'heure. Diagramme de Nyquist, c'est le lieu de G de J-oméga dans le plan complexe. Bon, ça c'est la façon brute de décoffrage de représenter G de J-oméga. Bode c'est déjà un peu sophistiqué parce qu'on a une échelle log en oméga, on a une échelle log en amplitude. Bon, il faut un peu bosser avant d'y arriver. Enfin, le chemin entre G de J-oméga et Bode n'est pas si direct que ça, alors que pour Nyquist c'est direct. G de J-oméga donne un complexe, ce complexe vous le mettez dans le plan complexe. Et vous faites varier oméga, et ça laisse une trace dans le plan complexe, et cette trace, c'est le diagramme de Nyquist. C'est tout simple. C'est tout simple à comprendre. C'est pas simple à tracer, parce qu'il vaut mieux avoir un ordinateur pour le tracer précisément, parce que sinon c'est vraiment fastidieux. On peut tracer les points extrêmes, quand ça tend vers l'infini, quand ça tend vers zéro, des points particuliers, mais pour tous les autres points, il vaut mieux avoir un outil numérique. Et puis l'interprétation fréquentielle du gain n'est pas évidente du tout. La phase non plus. Enfin, on peut la voir assez facilement, mais pas aussi bien, disons, que dans Bode. Mais Nyquist est utile, très utile, pour un critère de stabilité qui s'appelle le critère de Nyquist, justement. Et rien que pour ça, il sert toujours, et on l'apprend, on l'utilise toujours. Alors justement, ce critère de Nyquist, qu'on va voir plus tard, il utilise un point particulier qui est le point d'abscisse -1. Et on aura un théorème qui nous dira si le système est stable ou pas, en fonction du nombre de fois que tourne le diagramme de Nyquist autour de -1. Donc vous aurez une propriété purement graphique grâce à Nyquist, grâce à cette représentation-là, pour dire si le système est stable ou pas. Compter un nombre de tours autour d'un point -1, c'est facile. Et en plus, ça permettra de savoir à quel point on est stable. Ce qui est un deuxième point important de l'automatique, qui est lié à la robustesse des systèmes et qui ne peut s'exprimer que par ces critères graphiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on est loin ou pas de tourner autour de -1 ? Est-ce qu'on est robuste ou pas? Et il y aura des critères de robustesse aussi exprimés dans Nyquist. C'est pour ça que Nyquist est important. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là. S'il vous plaît, à 13h30, le BDE organise une réunion.